On dit que les plus grandes trahisons naissent des plus infimes fissures dans le quotidien. Pour moi, tout a basculé à cause d'un dossier oublié sur une table en chêne et d'une porte que je n'aurais jamais dû franchir une seconde fois ce matin-là. Je me souviens encore de cette aurore à Charlotte où chaque chose semblait si terriblement ordinaire, si douloureusement normale, jusqu'à ce que le voile se déchire. J'avais quitté la maison aux premières lueurs, une chemise cartonnée remplie de documents importants sous le bras, résolue à affronter une nouvelle journée de semaine sans âme. Mais en arrivant sur le parking de mon bureau, mon cœur s'est contracté dans un étau de glace. Le dossier que je pensais tenir fermement avait disparu. Je devais l'avoir laissé sur la table de la salle à manger. Avec un grognement de pure frustration, j'ai fait demi-tour. Cette décision, si anodine, si routinière, allait pourtant faire voler en éclats l'intégralité de mon existence. La maison des Mitchell était paisiblement nichée dans une rue bordée d'arbres, baignée par la douce lumière d'un milieu de matinée. Notre quartier était de ces endroits où les pelouses sont impeccablement entretenues, où les voisins se saluent cordialement en promenant leurs chiens. Pour moi, cependant, cette demeure avait toujours représenté bien plus que de simples briques et du mortier. Elle était censée être mon sanctuaire, la promesse tangible d'une stabilité après une enfance marquée par le chaos. Et pourtant, en déverrouillant la porte d'entrée ce matin-là, un frisson de malaise a parcouru mon échine. J'ai tenté de me mouvoir en silence, espérant saisir le dossier et m'éclipser avant que quiconque ne remarque mon retour inopiné. Mais à peine avais-je franchi le seuil qu'une voix étouffée a résonné depuis le couloir. Ma belle-mère, Maria, se trouvait dans la cuisine. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Elle passait souvent du temps avec les filles lorsque David et moi étions absorbés par nos obligations. Mais le ton de sa voix a capté mon attention. Bas, pressant, un mélange subtil d'inquiétude et de réprobation. Je me suis figée sur place. Le dossier était oublié. Tu es certain que c'est ce que tu veux ? L'ai-je entendu demander. Un silence a suivi, comme si la personne à l'autre bout du fil lui répondait. Elle est si fragile, David. Elle te fait une confiance aveugle. Si elle la prend, cela la détruira. Mon sang s'est glacé dans mes veines. J'ai retenu ma respiration, priant pour que le plancher ne craque pas sous mon poids. La voix de Maria s'est faite plus acerbe. Je t'avais prévenu de ne pas te précipiter dans ce mariage. Tu ne peux pas continuer à mener deux vies. Tôt ou tard, elle découvrira la vérité. J'ai dû appuyer ma main contre le mur pour ne pas m'effondrer. Deux vies ? Quelle vérité ? Je n'aurais pas dû écouter, je le savais pertinemment. Mais il m'était impossible de m'arrêter. Mon corps était cloué au sol, mes oreilles tendues à l'extrême. Maria a soupiré lourdement. Si tu persistes, ne t'attends pas à ce que je nettoie tes dégâts. Catherine ne mérite pas ça. Ma poitrine s'est resserrée au point de me faire mal. J'aurais voulu faire irruption dans la pièce, exiger des réponses, la confronter, là, maintenant, mais la peur me paralysait. La peur de ce que je pourrais apprendre si je le faisais. La conversation a pris fin, le tintement d'un verre posé sur le comptoir a résonné dans le silence oppressant. Mon pouls battait si fort que j'étais persuadée que Maria pouvait l'entendre. J'ai reculé en titubant, m'agrippant au chambranle de la porte comme à une bouée de sauvetage. J'ai finalement trouvé le dossier sur la table, mais mes mains tremblaient si violemment que les papiers ont failli glisser au sol. Qu'est-ce que je venais d'entendre ? Que me cachait David ? En ressortant de la maison, la lumière du soleil ne me réchauffait plus. Elle était brutale, presque cruelle, révélant des failles que j'avais obstinément refusé de voir. Et à chaque pas, une cascade de souvenirs défilait dans mon esprit. Mon enfance, mon mariage, le chemin sinueux qui m'avait mené jusqu'à cet instant précis. C'est à ce moment-là que tout a commencé à se défaire. Lorsque j'ai quitté la maison ce matin-là, le dossier serré contre ma poitrine comme un bouclier dérisoire, mon esprit ne s'est pas contenté de ressasser les mots de Maria. Il m'a ramené des années en arrière, dans les ténèbres de mon enfance, car la trahison, je le comprenais désormais, ne m'était pas étrangère. Elle habitait les murs mêmes de l'appartement où j'avais grandi. J'ai passé mon enfance dans un appartement exigu de 2 pièces à l'est de Charlotte, dans un immeuble
où flottait en permanence une odeur de moquette humide et de fumée de cigarettes froides. Le papier peint se décollait par endroits, les radiateurs claquaient durant l'hiver, et chaque recoin semblait vibrer d'une tension palpable. Ce n'était pas seulement la pauvreté qui rendait cet endroit étouffant, c'était mon père, il buvait. C'était sa manière d'exister. Les bouteilles de bière s'entrechoquaient sur la table basse, l'odeur âcre du whisky imprégnait l'air. Il n'a jamais été violent physiquement, mais ses mots blessaient plus profondément que n'importe quel coup. « Tu es inutile », aboyait-il sur ma mère, sa voix chargée d'amertume et d'insatisfaction. Puis, il tournait son regard vers moi. « Regarde-toi, Catherine. Tu te crois spéciale? Tu n'es rien. » Je me souviens m'être cachée dans ma chambre, un oreiller pressé contre mes oreilles, pour étouffer sa voix, pour finalement l'entendre s'infiltrer à travers les murs fins comme du papier. Sa colère était une tempête sans fin qui ne s'apaisait jamais. Il ne semblait jamais réaliser que chaque insulte, chaque pique cruel, laissait en moi une petite chose tremblante et brisée. Ma mère, Ruth, en portait tout le poids. Elle travaillait comme caissière dans une épicerie, enchaînant parfois les services, rentrant à la maison les pieds endoloris et les yeux cernés par la fatigue. Pourtant, malgré son épuisement, elle s'efforçait de maintenir une façade de normalité. « C'est ton père », me murmurait-elle lorsque je la suppliais de le quitter. Les familles ne se séparent pas pour quelques mots. Puis elle me lissait les cheveux et me disait de tenir bon. « Les femmes fortes survivent, Catherine. Un jour, tu comprendras. » Mais même enfant, je savais que survivre ne suffisait pas. Je ne voulais pas grandir comme elle, plier sous la cruauté d'un autre, trouver des excuses pour un homme qui ne m'offrait que du mépris. J'aimais ma mère, mais je voyais comment la vie avait effacé les couleurs de son visage. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Alors j'étudiais, je faisais le ménage, je travaillais en silence, m'efforçant de ne pas alourdir son fardeau. Mais dans le silence de ma chambre, je rêvais d'autre chose. Un foyer chaleureux, où les voix ne s'élèveraient pas avec colère, où l'amour ne serait pas une chose à mendier. Je me suis fait la promesse que si jamais j'avais un mari, une famille, ce ne serait en rien comparable à celle dans laquelle j'étais née. Ces années ont fait naître en moi une soif ardente, pas seulement pour échapper à la pauvreté, mais pour fuir le piège d'un mariage toxique. Je ne savais pas encore comment, mais j'étais certaine d'une chose, je ne passerai pas ma vie dans l'ombre de quelqu'un d'autre. À mes 18 ans, j'ai eu l'impression de m'échapper d'une cage. Ma lettre d'admission à l'Université de Caroline du Nord à Charlotte n'était pas qu'un simple morceau de papier, c'était mon billet pour la liberté. Je me souviens l'avoir tenue dans mes mains, en avoir lu et relu les mots, comme si le fait de les fixer suffisamment longtemps pouvait matérialiser la liberté promise. Bien sûr, cette liberté avait un prix. Ma mère ne pouvait pas m'aider financièrement. Elle parvenait à peine à joindre les deux bouts. Mon père, lui, était depuis longtemps hors jeu. J'ai donc accepté un emploi à la bibliothèque du campus. C'était un travail tranquille. Ranger des livres, aider les étudiants, gérer les prêts au comptoir. Mais cela me permettait tout juste de payer mes courses, mon abonnement de bus et les vêtements que je dénichais dans les friperies. Et cela m'apportait autre chose, la dignité. Chaque chèque de paie était une preuve que je n'étais pas condamnée à répéter la vie de mes parents. Ces années n'ont pas été faciles. Mes journées commençaient avant l'aube avec les cours et se terminaient tard, le soir sous les néons de la bibliothèque. J'ai mangé des sandwichs au beurre de cacahuète plus souvent que je ne voudrais l'admettre. Mais pour la première fois, l'épuisement était synonyme de progrès, pas de désespoir. Je construisais quelque chose, par moi-même. Un examen, un service, un salaire à la fois. C'est durant ces années que j'ai commencé à remarquer que le miroir me renvoyait une image différente. Fini, la petite fille anxieuse qui se tairait pour échapper à la voix de son père. J'étais devenue plus grande, plus assurée, avec de longs cheveux au burn enfin domptés et des yeux qui ne fuyaient plus la honte. Je n'étais pas une reine de beauté, mais je me tenais différemment, avec une force tranquille qui semblait attirer les gens. Les garçons commençaient à le remarquer, certains de mes professeurs aussi, bien que leur attention fût plus subtile, parsemée de compliments qui s'attardaient une seconde de trop. Je n'y étais pas habituée.
J'avais passé une si grande partie de ma vie à essayer de rester invisible que le simple fait d'être vue me semblait presque dangereux. Mais j'ai appris à l'accepter avec prudence, non pas comme une validation de qui j'étais, mais comme le signe que j'avais enfin accédé à un monde plus vaste. Pourtant, je gardais la tête sur les épaules, tandis que mes camarades allaient à des fêtes et sortaient librement. Je restais concentré. L'amour, me disais-je, pouvait attendre. Je n'allais pas risquer mon avenir pour une romance passagère. Pas après avoir vu de mes propres yeux à quelle vitesse l'amour pouvait se muer en amertume. Mon plan était simple, obtenir mon diplôme, trouver un emploi stable et construire une vie où personne ne pourrait plus jamais me contrôler. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. Et pour une fille qui avait grandi dans une maison où même le bonheur semblait rationné, c'était plus que suffisant. La nuit où j'ai rencontré David s'est gravée dans ma mémoire avec la netteté d'une photographie. C'était ma première soirée d'entreprise, dans la grande salle de bal d'un hôtel du centre-ville. J'avais passé des heures à me préparer, utilisant le peu d'argent que j'avais pour une robe simple, mais élégante, d'un bleu marine profond. Quand je l'ai enfilée, je me suis à peine reconnue. Pour une fois, je ressemblais à une femme qui prenait sa place dans le monde. La salle scintillait, le bruit des rires et des verres emplissait l'air. Mes collègues se pressaient et j'ai senti une pointe de nervosité. Mais bientôt, ma gêne s'est dissipée. On me remarquait. Deux jeunes hommes de la comptabilité se sont approchés. Leur conversation était légère, chacun essayant de surpasser l'autre. J'ai souri poliment, mais leur empressement était étouffant. C'est alors que j'ai senti un changement, une attention différente qui s'est posée sur moi. J'ai levé les yeux et je l'ai vu, David Mitchell. J'avais déjà entendu son nom, murmuré avec un mélange de respect et d'envie. C'était le fils du fondateur, déjà un homme accompli à seulement 30 ans. Il se tenait droit, dans un costume gris impeccable, une assurance presque intimidante. Il observait la scène, un léger sourire aux lèvres, puis, comme si le choix était une évidence, il s'est avancé, droit vers moi. Messieurs, dit-il d'un ton qui mettait fin à la conversation sans être insultant, je pense que Catherine mérite une meilleure compagnie. Les autres ont ri, gênés, avant de s'éclipser. Il m'a offert son bras. Un peu d'air frais, nous sommes sortis sur le balcon, enveloppés par la fraîcheur de la nuit. En contrebas, la ville scintillait. Mais là-haut, le monde semblait s'être tu. Vous n'avez pas l'air d'apprécier la foule, dit-il, son regard intense à la fois troublant et exaltant. J'ai secoué la tête. Je suis plus à l'aise en retrait, je suppose. Son sourire s'est élargi. Alors c'est leur perte de ne pas vous avoir remarqué. Moi, si. Ces mots ont touché quelque chose de profond en moi, quelque chose qui attendait d'être reconnu. Pendant des années, j'avais travaillé, enduré, et me suis caché. Et voilà qu'un homme semblait voir au-delà de la surface. C'est cette nuit-là que tout a commencé à changer. Après cette soirée, David et moi sommes devenus inséparables. Il m'a appelé le lendemain, puis le surlendemain. Les dîners se sont transformés en longues promenades, et ces promenades en week-end à explorer la région. Avec lui, la vie semblait avoir un nouveau rythme, plus léger. Il avait le don de rendre extraordinaires les moments les plus ordinaires. Un jour, il m'a emmené dans les Blue Ridge Mountains. Assis sur le capot de sa voiture, nous avons regardé le ciel se teinter de rose et d'orange. Un jour, dit-il, je veux ces moments de paix, une famille, une vie digne d'être protégée. Je l'ai cru. Je voulais le croire. Pour la première fois, je me suis autorisée à faire entièrement confiance à quelqu'un. Je lui ai parlé de mon père, de ma mère, des ombres qui m'avaient façonné. Il n'a pas reculé. Au lieu de cela, il m'a murmuré « Tu mérites mieux, laisse-moi te l'offrir ». La demande en mariage était à la fois un choc et une évidence. Nous dînions sur un toit-terrasse lorsque le plateau de dessert est arrivé. Il n'y avait pas de gâteau, seulement une boîte en velours avec une bague qui scintillait. « Catherine, dit-il en s'agenouillant, veux-tu m'épouser » Les applaudissements autour de nous se sont estompés. À travers mes larmes, j'ai réussi à murmurer « oui ». J'ai ensuite rencontré ses parents. Victor, son père, était chaleureux et terre à terre. Maria, en revanche, était plus réservée,
son sourire n'atteignant jamais tout à fait ses yeux. Je me suis dit qu'elle avait simplement besoin de temps. Le mariage était un spectacle de richesse et d'élégance. Ma robe était un chef-d'œuvre de satin et de dentelle. Lorsque David m'a glissé la bague au doigt, j'ai cru que j'avais enfin échappé à mon passé. Je pensais avoir trouvé le monde dont j'avais toujours rêvé. Les premiers temps de notre mariage furent idylliques. Nous avons emménagé dans une belle maison, et quand j'ai appris que j'étais enceinte, David m'a soulevée de terre en riant. Ces mois ont été précieux. Il m'accompagnait à mes rendez-vous, posait sa main sur mon ventre, me murmurait des rêves d'avenir. À la naissance de Madison, il a pleuré plus que moi. Il l'a bercée comme si elle était en verre. Un an plus tard, Sophie est arrivée, et David était là, rayonnant. Je me suis dit que j'avais réussi, que j'avais construit quelque chose de solide. Mais petit à petit, les choses ont commencé à changer. D'abord, c'était des nuits tardives au bureau, des dîners manqués. Je me disais que c'était le stress. Puis, c'est devenu plus difficile à ignorer. Il a cessé de lire des histoires aux filles avant de dormir. Quand Sophie a fait ses premiers pas, il n'était pas là. Chaque fois, il s'excusait, mais la chaleur avait quitté sa voix. Pendant ce temps, mon monde se réduisait à la taille de notre maison. Couches, biberons, nuits blanches. Je me suis consacrée entièrement à nos filles. Elles sont devenues mon encre. Maria venait souvent m'aider. Parfois, elle me regardait avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer, un mélange de compassion et de tristesse. Chaque mois, la distance entre David et moi se creusait. J'ai commencé à remarquer la façon dont il soupirait en rentrant, comme si la maison était devenue un fardeau. Je me disais que c'était temporaire. Mais au fond, la peur s'installait. C'est arrivé un soir qui aurait dû être ordinaire. Les filles dormaient. Je rangeais leurs jouets quand j'ai remarqué le téléphone de David sur le canapé. Il a vibré 2 fois, l'écran s'illuminant avec un nom que je ne connaissais pas. Britney. Quelque chose en moi a basculé. Ma main tremblait en le saisissant. Le message était court, enjoué, avec un emoji cœur. J'ai fait défiler la conversation. Et là, un fil de discussion remontant à des semaines. Des photos d'eux au restaurant, dans des hôtels. Sur l'une, son bras entourait ses épaules, ses lèvres effleurant sa joue, avec une tendresse que je n'avais pas connue depuis des mois. J'avais le souffle coupé, j'étais assise là, figée, face à la vérité que j'avais eu trop peur de nommer. David avait une liaison. Mon premier réflexe fut de nier. Mais les mots sur l'écran ne laissaient aucune place au doute. La nuit dernière était parfaite. Tu me manques déjà. Je lâchai le téléphone comme s'il m'avait brûlé. Quand David est rentré tard ce soir-là, sentant un parfum qui n'était pas le sien, je n'ai rien dit. J'avais envie de crier, d'exiger des réponses. Mais la peur me tenait muette. La peur de perdre ce que nous avions construit. La peur de ne pas pouvoir élever mes filles, seule. Alors j'ai gardé le silence. J'ai souri pour les filles, j'ai tenu la maison, j'ai caché mon chagrin. Mais je le surveillais. Les nuits se faisaient plus tardives, les voyages d'affaires plus fréquents. Son téléphone ne le quittait plus. Chaque fois qu'il partait, je savais où il allait. Et chaque fois, j'avais l'impression qu'il emportait un autre morceau de notre vie, ne me laissant que la coquille vide d'un mariage. C'était un dimanche après-midi que les murs de mon monde se sont finalement effondrés. Les filles jouaient dans le jardin, leur rire flottant à travers la fenêtre. David était assis en face de moi, le visage fermé. « Je ne peux plus faire ça, » dit-il simplement. « Catherine, je veux divorcer. Je suis amoureux de Britney. » Les mots flottaient dans l'air, tranchant comme du verre. Ma poitrine se serra. « Que dis-tu » ai-je murmuré, même si je le savais déjà. L'entendre à voix haute, c'était comme être frappé par la foudre. Il a soupiré. « Tout ira bien. Je veillerai à ce que vous et les filles soyez à l'abri du besoin. » À l'abri du besoin. Il parlait comme s'il s'agissait d'une transaction financière. Sous ces mots, j'ai entendu la vérité. Il voulait que nous partions. Je le fixai, cherchant une trace de l'homme que j'avais aimé. Il n'y avait rien. Son regard était froid, détaché. Le rire de Madison, dehors, m'a transpercé. Comment allais-je annoncer à mes filles que leur père nous avait remplacés? Ce soir-là, je me suis assise seule dans le salon, la maison soudainement immense et vide. La peur m'assaillait.
J'ai pensé à ma mère, à la façon dont elle avait enduré, pensant n'avoir pas le choix. Étais-je destinée à répéter sa vie? Cette pensée a failli me briser, mais une autre a surgi. Je n'étais pas elle. J'ai décidé d'aller voir Maria. J'avais peur qu'elle prenne le parti de son fils, mais je n'avais personne d'autre vers qui me tourner. Le lendemain matin, je me suis rendue chez elle. Je suis restée plantée dans sa cuisine et j'ai fini par murmurer: il veut divorcer. Il veut nous quitter pour elle. Maria n'a pas semblé surprise. Elle m'a fait asseoir. Je sais, a-t-elle dit doucement. Je le sais depuis un moment. Ces mots m'ont blessée. Tu le savais? Et tu n'as rien dit? Elle m'a pris la main. Catherine, écoute-moi. David est comme son grand-père, charmant, brillant et infidèle. J'ai essayé de l'élever différemment, mais il y a des défauts qu'on ne peut pas effacer. Je l'ai prévenu. Les larmes me sont montées aux yeux. Alors c'était inévitable. Maria a secoué la tête. Il ne s'agit pas de toi. Ne porte pas ses péchés. Tu lui as donné 2 filles même magnifiques, un foyer, une loyauté qu'il n'a jamais méritée. C'est sa faute, pas la tienne. Ces mots ont brisé quelque chose en moi. Pendant des mois, je m'étais demandé ce que j'avais fait de mal. Et voilà que sa propre mère me disait que je n'étais pas à blâmer. Et Britney? Ai-je demandé amèrement. Il dit qu'il l'aime. Maria a eu un petit rire sans joie. L'amour? Cette femme finira à ta place. Laisse-lui le temps. Les hommes comme David ne changent pas. Pour la première fois, j'ai senti une étrange clarté. Maria m'a serré la main. L'appartement, tu n'as pas à t'inquiéter. Il est à mon nom. Il ne peut pas te le prendre. Toi et les filles, vous aurez un toit. Le soulagement m'a submergée. Je m'étais préparée à tout perdre, mais je n'étais pas seule. J'ai regardé Maria, et pour la première fois, j'ai vu de la solidarité. Quand j'ai quitté sa maison, la douleur était toujours là, mais je n'avançais plus seule dans le noir. En rentrant, j'ai pensé au visage de Madison et Sophie. Elles méritaient une mère qui se battrait pour plus que la survie. Elles méritaient une vie fondée sur la vérité. Et pour elles, j'allais tout recommencer. Les 5 années qui ont suivi ont été une lente reconstruction, brique par brique. Le divorce a été douloureux, une épreuve administrative qui tentait de quantifier une vie brisée en chiffres et en clauses. David, fidèle à la prédiction de sa mère, s'est montré généreux financièrement mais émotionnellement distant, comme s'il payait pour apaiser sa conscience. Il a épousé Britney 6 mois après notre séparation, lors d'une cérémonie extravagante dont les photos ont fait le tour des cercles sociaux de Charlotte. Je les ai vues, bien sûr. Je me suis forcée à les regarder, non par masochisme, mais pour clore définitivement ce chapitre. Sur les clichés, il souriait de ce même sourire éclatant qu'il m'avait offert autrefois. Mais cette fois, je n'y voyais plus un conte de fées, je voyais un schéma. Avec les filles, nous avons déménagé dans un quartier plus modeste, dans une petite maison, avec un jardin que nous avons planté nous-mêmes. Au début, les nuits étaient les plus difficiles. Le silence de la maison était assourdissant. Madison posait des questions auxquelles je peinais à répondre, et Sophie faisait des cauchemars. Mais nous nous sommes serrés les coudes. Je les ai enveloppés d'amour et de routine, créant un cocon de stabilité au milieu du chaos. Maria est devenue notre roc. Elle n'était plus ma belle-mère, mais une amie, une confidente, une grand-mère féroce pour ses petites filles. Elle venait tous les mercredis, apportant des plats faits maison et une oreille attentive. Ensemble, nous avons regardé les filles de grandir, célébrer leurs anniversaires, soigner leurs genoux écorchés. Elle ne parlait jamais de David, sauf pour dire « Il a fait son choix, nous avons fait le nôtre ». Professionnellement, j'ai trouvé ma voie. J'ai quitté le monde de l'entreprise qui me rappelait trop David et j'ai repris des études pour devenir conseillère familiale. Mon expérience, autrefois source de honte, est devenue ma plus grande force. J'ai ouvert un petit cabinet au centre-ville, un espace chaleureux et accueillant où je pouvais aider d'autres femmes à naviguer dans les tempêtes que j'avais moi-même traversées. Le succès est venu lentement, mais il était gratifiant. C'était le mien. Un après-midi d'automne, alors que je fermais mon bureau, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Une voix hésitante à l'autre bout du fil a demandé « Catherine Mitchell ?» C'était Britney. Elle pleurait.
Elle m'a raconté une histoire que je connaissais trop bien, des nuits tardives, des voyages d'affaires suspects, un nom de femme qui apparaissait sur son téléphone. Elle était désemparée, seule. Je l'ai écoutée sans jugement, mon cœur rempli non pas de triomphe, mais d'une profonde pitié. Quand elle a eu fini, je lui ai simplement dit: Vous n'êtes pas folle, et vous n'êtes pas à blâmer. Je lui ai donné le nom d'un bon avocat. Je ne l'ai plus jamais revu. Ce soir-là, en rentrant à la maison, j'ai trouvé Madison, maintenant une adolescente de 13 ans, en train d'aider Sophie, 11 ans, à faire ses devoirs de mathématiques à la table de la cuisine. Le soleil couchant filtrait à travers la fenêtre, baignant la scène d'une lumière dorée. Elles ont levé les yeux en m'entendant entrer et m'ont souri. Leurs sourires étaient francs, heureux, sans l'ombre d'un doute. Dans leurs yeux, je ne voyais aucune trace de la maison brisée dont elles étaient issues. Je voyais de la force, de la résilience, de l'amour. J'ai posé mes affaires et je me suis jointe à elles, l'odeur du dîner que Maria avait laissé flottant dans l'air. Assise là, entre mes deux filles magnifiques, dans la chaleur de notre foyer, j'ai compris. Le bonheur n'était pas un grand manoir ou une bague scintillante. Ce n'était pas la fin d'un conte de fées. C'était ceci. Ce moment simple, paisible, authentique. J'avais survécu, oui, comme ma mère me l'avait dit. Mais j'avais fait plus que survivre. J'avais prospéré. J'avais brisé le cycle. Et pour la première fois depuis ce matin fatidique, je me sentais complètement et irrévocablement libre.